Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce dernier numéro de nos séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vigie sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous parlerons de surveillance de la santé environnementale au Québec. Alors, je suis Fatima Binaté, diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique, donc de l'école, et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Donc, nous accueillons aujourd'hui pour ce séminaire M. Félix Lamotte, conseiller scientifique à l'INSPQ. M. Lamotte est titulaire d'une maîtrise en santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et ainsi que d'un diplôme de deuxième cycle en intelligence d'affaires à l'Université de Sherbrooke. Donc, il a travaillé précédemment à la Direction régionale de santé publique de Montréal, où il a eu l'occasion de collaborer à de nombreux dossiers de santé environnementale tels que la vigie et surveillance des vagues de chaleur, les intoxications d'origine chimique et la légionellose. Donc, depuis 2021, M. Lamotte exerce à la direction de la santé environnementale, de la toxicologie et du travail à l'INSPQ, où il coordonne donc les activités de surveillance en santé environnementale. Donc, la santé environnementale et la toxicologie s'intéressent au plus large à la prévention des problèmes de santé qui sont causés ou aggravés par la contamination biologique, chimique ou physique des différents milieux, mais également à la protection de la santé de la population ainsi qu'aux répercussions sociales engendrées par certaines problématiques environnementales. Le séminaire d'aujourd'hui permettra ainsi de se familiariser avec les principaux indicateurs et objets de surveillance de la santé environnementale et les sources de données qui sont utilisées, mais il permettra également de discuter des différents enjeux ainsi que des perspectives de développement futur dans ce domaine. Donc, avant de laisser la parole à M. Lamotte, simplement vous rappeler que le séminaire est enregistré. Donc, toutes les personnes qui ne souhaitent pas apparaître pourront garder leur caméra fermée. Également, merci d'afficher correctement vos noms afin que des attestations de participation puissent vous être acheminées à la fin de ce séminaire. Donc, Monsieur Lamotte, la parole est à vous. Parfait. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Prière de me le dire s'il y a des problèmes techniques. Je vais juste vous voir C'est parfait, quelques on voit très visages. bien. Formidable. Donc, merci pour l'invitation. Je suis super content de venir vous parler aujourd'hui de ce qu'on fait en surveillance en santé environnementale au Québec. Donc, merci pour la présentation, Fatima. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu pour ce midi? Je veux faire un tour d'horizon un peu de ce qu'on fait dans nos équipes en santé environnementale, en surveillance de la santé environnementale. Donc, il va y avoir une introduction plus théorique, mais après ça, on va aller vraiment dans le concret. On va décrire c'est quoi nos activités de surveillance et on va illustrer ça à travers d'exemples un peu au travers de tout ça pour ne pas juste parler de processus, mais aussi parler un peu de contenu à certains moments. On va terminer ça par une discussion là, sur ce qu'on entrevoit pour les développements futurs de notre thématique et terminer ça avec une période de questions. Donc, voilà, sans plus tarder. Je vais faire une diapo qui montre que la santé environnementale, c'est au cœur de l'actualité. J'ai dû la changer parce qu'évidemment, en ce moment, on est vraiment dans un contexte très, très spécifique là, de feu de forêt. Si la présentation avait eu lieu l'année passée, j'aurais probablement parlé de la fonderie Horn. J'aurais trouvé quelque chose à d'autres moments également parce que finalement, le message, c'est que la santé environnementale, c'est un dossier qui est souvent à l'avant-plan de la santé publique. Et que dans ces situations-là, on a souvent besoin d'informations et de données pour venir guider la prise de décision. C'est un peu là qu'on rentre en scène. Mais c'est quoi plus largement la santé environnementale, en fait? C'est un champ d'expertise qui est ultra multidisciplinaire, qui s'intéresse aux problèmes de santé liés à l'environnement. Quand on pense à la santé environnementale, là, typiquement, on va penser beaucoup à l'environnement naturel, donc l'air, l'eau, les sols. Mais de plus en plus, la SE, parce que je vais l'appeler la SE souvent dans la présentation, santé environnementale, va s'intéresser aussi à des dimensions plus larges, là, comme l'environnement bâti, l'aménagement du territoire. Donc, il faut vraiment le voir environnement, mais plus au sens large du terme. Et donc, beaucoup de profils dans une équipe typique de santé environnementale, ce qui rend ça extrêmement intéressant et complexe. Donc, au-delà des thématiques qui sont variées, l'exercice de la profession est très diversifié. Donc, en santé environnementale, on va vraiment retrouver les 4 grandes fonctions de santé publique qui vont se mettre à l'œuvre, et incluant la surveillance qui est transversale à toutes les actions, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas mettre l'exemple le plus typique qui soit, là, donc de surveillance en santé environnementale, l'éclosion de choléra à Londres là, au 19e siècle, où on a identifié une source environnementale comme le déterminant d'une éclosion dans une communauté.
J'ai mis ici, je trouvais ça intéressant, ça avait été intégré dans des outils de géomatique modernes. J'en parlerai, j'ai vu que Nathalie Gravel est à l'écoute, donc on va parler de géomatique plus tard puis de l'importance que ça a en santé environnementale. Un cadre conceptuel que je trouve qui est super intéressant pour décrire la surveillance en santé environnementale, c'est celui de Thacker. Donc, pourquoi je le trouve intéressant? Parce qu'il va vraiment bien décrire le paradigme en santé environnementale, voulant que les effets à la santé sont causés par une exposition à des substances dangereuses. Donc, une substance dangereuse dans l'environnement en soi, ça n'a pas d'impact sur la santé. C'est vraiment lorsqu'on a une exposition suffisante que les effets vont survenir. Et donc, Thacker vient identifier 3 types de surveillance à travers tout ça. Donc, soit la surveillance des dangers, on est vraiment dans l'environnement, la surveillance des expositions, donc on est exposé à une substance dans l'environnement, et les effets qui sont en aval de tout ça. J'en profite pour faire la dédicace au livre Environnement et santé publique, duquel j'ai tiré la figure qui a été traduite en français. C'est un livre qui va sortir très bientôt. Il va être accessible en ligne gratuitement. Vous devriez être capable de le trouver sur le web, sinon écrivez-moi. Maintenant, au Québec, parce que là, j'ai parlé de surveillance au sens large, plus au sens, disons, international du terme. Au Québec, la surveillance est encadrée par beaucoup de lois très spécifiques. Et en l'occurrence, la loi de santé publique, qui vient vraiment cadrer la surveillance et la définir. La loi de santé publique va également définir que la surveillance doit s'opérer à travers des plans de surveillance qui viennent baliser notamment là, les objectifs, les sources de données, les objets de surveillance et les angles d'analyse. L'exemple le plus évident de tout ça, c'est le Plan national de surveillance, qui est, disons, le cœur de la surveillance au Québec, je dirais. C'est un plan de surveillance qui a été créé en 2017, qui compte plus de 1200 indicateurs répartis à travers plus de 250 objets de surveillance. Il est orienté autour du cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants, dans lequel vont être nichés des objets de surveillance à différents endroits de ce cadre conceptuel. Je n'irai pas dans le détail. Je vous invite à regarder le séminaire d'Andrea Bilodeau et de Marine Acevedo, qui a été très explicatif à ce sujet-là. Un très bon séminaire, d'ailleurs. Maintenant, toujours selon la loi de santé publique, ça vient définir qui peut faire la surveillance. Et dans le cas de la santé environnementale, malgré qu'habituellement, c'est seulement le ministre de la Santé et les directeurs régionaux qui peuvent l'effectuer, il y a un mandat de surveillance en SA qui est délégué à l'INSPQ. Et c'est là que mon équipe et moi, on rentre en scène. Donc, on a 3 grandes activités, 3 catégories d'activités que je vais expliquer là, au courant de la présentation à travers des exemples. Donc, on a en premier les sources de données. Donc, alimenter les indicateurs avec de la donnée. On veut développer des indicateurs et on veut les analyser. Donc, tout ce qui touche les modes de diffusion. Une légère parenthèse, je vais parler au courant de la présentation. Comme on m'a présenté, je suis arrivé assez récemment là, à l'INSPQ dans ce rôle-là. Donc, beaucoup des réalisations touchent ce qui a été fait par mon prédécesseur, Germain Lebel, que je vais saluer en fin de présentation. Mais je voulais le mentionner. Donc, au niveau des sources de données, on a 3 grandes catégories de sources de données en santé environnementale. Donc, on a premièrement les données environnementales. C'est là qu'on parle là, vraiment de la surveillance des dangers, là, comme dit Thacker. C'est vraiment des mesures environnementales sans égard vraiment à la santé humaine. C'est un pan de la surveillance qui repose beaucoup sur un aspect technologique, donc des appareils de mesure. Chaque appareil de mesure s'applique dans telle ou telle situation. Il y a des particularités, des éléments à considérer pour l'interprétation. Bref, ça demande toute une expertise en soi. Et en général, en santé environnementale, on n'est pas nécessairement les experts de référence sur ces outils technologiques-là. C'est pour ça que l'accès aux données et le soutien à l'interprétation va beaucoup passer par des partenariats qu'on a avec d'autres organisations, en l'occurrence le ministère de l'Environnement provincial, qui est vraiment notre plus gros partenaire en termes d'accès à des données. Un exemple de ça, le réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec. Donc, le réseau de surveillance de la qualité de l'air, on en entend beaucoup parler en ce moment, évidemment. Ça représente une 60aine de stations réparties sur le territoire québécois. Il y a plusieurs polluants qui vont être mesurés, qui peuvent varier d'une station à l'autre, même selon le contexte, selon les priorités et les besoins. Mais ça génère des données en temps réel et ça nous permet de générer des indicateurs comme l'indice de qualité de l'air. Ici, j'ai mis un exemple d'un indicateur qu'on a au plan national de surveillance sur la proportion de jours ayant une mauvaise qualité de l'air. On a aussi, comme c'est souvent le cas là, en surveillance, des enquêtes populationnelles. Donc là, c'est nos enquêtes typiques que vous connaissez sans doute.
qui reposent sur des questions standardisées qu'on soumet à un échantillon représentatif de la population. On peut utiliser ces enquêtes-là en surveillance de la santé environnementale. Évidemment, on ne sera pas au niveau de mesurer quelque chose dans l'environnement, mais ça peut être très utile pour nous renseigner sur des comportements individuels, sur des perceptions, sur des problèmes de santé rapportés. J'en ai nommé quelques exemples, entre autres l'enquête sur les ménages de l'environnement, qui est une source de données qu'on est en train de développer en ce moment. Mais plus spécifiquement, je voudrais parler d'un exemple avec l'enquête québécoise sur la santé de la population, le QSP. Il y a toute une section sur le bruit dans le QSP. Puis le bruit, comme vous le savez, c'est une problématique de santé environnementale très importante. Donc, il y a des nouvelles données qui viennent de sortir de QSP. Je vous invite à aller les consulter. Mais on voit notamment qu'il y a une part non négligeable de la population, environ 16 qui se dit fortement dérangée par le bruit à son domicile quand même. Et on peut même voir par source de bruit, et on remarque que le transport routier et les chantiers sont des sources principales de dérangement par le bruit dans la population. Donc, ça, c'est un autre exemple d'indicateur de SE, mais basé sur des enquêtes. Finalement, on a nos banques de données sanitaires. Donc, les banques de données sanitaires, ça encore là, c'est transversal à toute la surveillance. Ça nous permet d'avoir des informations sur les effets à la santé. Là, le défi à ce moment-là, c'est de dire est-ce que ces effets-là sont directement reliés à des expositions environnementales? C'est un peu là le défi. Mais plusieurs exemples de tout ça, donc le registre des événements démographiques, quand on parle de décès, des causes de décès, le SISMAC pour des données sur plusieurs maladies, et un qui est peut-être plus spécifique à la santé environnementale, c'est les données sur les intoxications chimiques en lien avec des maladies à déclaration obligatoire, donc l'intoxication au monoxyde de carbone, qu'on a beaucoup entendu parler durant le verglas ce printemps. Maintenant qu'on a nos sources de données, on doit développer des indicateurs. Donc, ici, ce que je veux vous présenter, c'est un peu la structure générale des indicateurs au plan national de surveillance. Donc, chaque indicateur est relié à un objet et à une source de données. Puis ça, ça permet un peu d'ancrer des indicateurs puis des partenariats au niveau de l'accès aux données dans des plans de surveillance. Ici, j'en ai mis un qu'on a sur les taux d'appel aux centres antipoison, donc qui peuvent être très utiles pour venir surveiller, par exemple, des indicateurs en lien avec l'exposition aux pesticides ou d'autres substances de ce genre-là, qui est relié à l'objet intoxication et dont la source de données est le centre antipoison. Donc, un indicateur qu'on est en train de développer, de travailler et de mettre à jour en ce moment. Je vais vous montrer quelques, disons, indicateurs sur des indicateurs. Donc, au plan national de surveillance, je disais qu'on avait environ 1200 indicateurs. On en compte 120 en santé environnementale, ce qui représente à peu près 10 du total de nos indicateurs, ce qui n'est pas mauvais quand même. Mais de ça, on en a 46 qui sont actuellement opérationnels. Ce qui se passe, c'est que souvent, des indicateurs qui ne sont pas encore opérationnels sont inscrits au plan national de surveillance, justement pour garantir un accès aux données pendant que l'indicateur est en développement. Donc, c'est normal et on en a quand même 46 qui sont fonctionnels. Maintenant, quand on regarde par objet de surveillance, on remarque que les objets de surveillance les mieux couverts, c'est ceux en lien avec la qualité de l'air, donc en lien avec les maladies respiratoires, l'air extérieur notamment. Donc, évidemment, c'est très important. On remarque aussi, par exemple, qu'il y a des angles morts. Donc, au niveau des changements climatiques, on n'a aucun indicateur qui est directement relié à cet objet-là encore. La qualité des sols également, donc malgré qu'on sait que c'est une source d'exposition importante à différents contaminants, et l'imprégnation biologique aussi. Donc, il y a toute une autre dimension qui regarde, par exemple, des résultats biologiques de présence de certains contaminants dans l'organisme. Il y a un objet qui est inscrit au plan national de surveillance sur ça, mais ils n'ont aucun indicateur qui vient l'alimenter encore. Si je reprends encore là le cadre conceptuel de Tacker, on voit que la majorité des indicateurs sont surtout au niveau des effets à la santé, plusieurs quand même sur l'environnement, mais peu en lien avec l'exposition. La diffusion des données. Donc, on a nos sources de données, on a développé des indicateurs. Maintenant, il faut les diffuser. Ça, c'est vraiment évidemment au cœur de ce qu'on fait en surveillance parce qu'on ne fait pas des indicateurs pour les regarder tout seul de notre côté. Ça doit servir dans une optique de prise de décision. Donc, pour ça, il faut les transformer pour les transformer en information pour que ça puisse être utile. Puis il y a plusieurs éléments à considérer pour faire une diffusion réussie, mais notamment, je dirais, 3 qui sont plutôt clés. C'est viser le bon public, identifier le bon format et être disponible en temps opportun. 3 éléments qui peuvent être difficiles, mais qui sont importants pour s'assurer que nos données soient utiles.
Si je parlais tantôt, là, que je parlais du plan national de surveillance, qui est vraiment comme le cœur de la surveillance, je dirais, pour la même analogie, l'infocentre, c'est comme la colonne vertébrale des activités de surveillance au Québec. Donc, ce que c'est l'infocentre, c'est une infrastructure technologique qui supporte tout ce qui se fait en surveillance. Donc, la gestion des banques de données, la gestion des accès, qui a accès à quoi, le traitement des données, le soutien aux utilisateurs et le développement de produits informationnels. Donc, ça représente une grosse équipe. Mais qui permet là, de créer un lieu qui est essentiellement un site web où on peut aller vraiment consommer la donnée. Si on montre un exemple de ça, donc l'InfoCentre regroupe plusieurs indicateurs qui sont un peu en format requête paramétrable. Donc, on peut identifier certains paramètres pour venir cadrer un peu notre demande en information. Ici, j'ai mis l'indicateur sur les avis d'ébullition pour contamination microbiologique, qui est un indicateur qu'on suit en santé environnementale. Et on peut soit consommer la donnée directement dans l'interface web ou on peut le télécharger puis le consommer sur notre ordinateur. Ce qui permet notamment là, de suivre, de produire ce type de visualisation-là. Par exemple, si on regarde le nombre annuel d'avis d'ébullition pour contamination microbiologique et de les suivre dans le temps. Dans l'InfoCentre, il y a aussi le système suprême. Donc, le système suprême fait partie de l'InfoCentre, mais il est vraiment spécialisé sur la santé environnementale. Et dans ce cas-ci, plus spécifiquement même sur les événements météo extrêmes, les vagues de chaleur, le verglas, le froid, etc. Ça permet premièrement d'envoyer des alertes aux partenaires régionaux, mais ça permet aussi de suivre plusieurs indicateurs environnementaux et sanitaires en lien avec les événements météorologiques extrêmes. Un exemple de ça, d'indicateur qu'on peut consulter sur Suprême, c'est les appels à InfoSanté. Donc, souvent, on va référer à InfoSanté la population pour des questions sur la santé. On peut après ça faire une surveillance de ces données-là puis regarder dans une période pour quelles raisons étaient les appels. Et on voit là, pendant la vague de chaleur de 2018 vraiment une augmentation évidente du nombre d'appels en lien avec la chaleur accablante. Donc, qui est un indicateur qu'on aurait pu suivre à ce moment-là. L'InfoCentre et le géoportail, c'est réservé au réseau de santé publique. Mais le géoportail, il était avant, mais maintenant, le géoportail est rendu public. Et ce que c'est le géoportail, en fait, c'est un outil géomatique web qui a été développé par l'INSPQ, qui contient une quantité phénoménale d'indicateurs. Donc, vraiment, là, une ressource à ne pas oublier. Plusieurs indicateurs au PNS, plusieurs autres indicateurs, des informations géographiques d'intérêt. Et pourquoi j'en parle spécifiquement? Mais je pense que les outils géomatiques sont généralement d'intérêt en santé publique, mais en santé environnementale encore plus. Parce que malheureusement, on le voit très bien en ce moment, les polluants ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, parfois, les situations vont dépasser les cadres des régions qu'on a, ou des fois, on va avoir des problèmes beaucoup plus micros, où ça nous prend une donnée à l'échelle plus fine. Donc, un exemple d'indicateur qu'on a sur le géoportail, c'est une modélisation de la concentration moyenne annuelle de particules fines. Et cette fois-ci, au lieu d'être dans une optique par station d'échantillonnage, on a des données par aire de diffusion, qui sont une donnée qui peut être complémentaire, puis qui, dans ce cas-ci, nous permet d'avoir une vision extrêmement petite de la situation. Finalement, on a nos fameux rapports de surveillance, que ça, vous les connaissez. C'est des documents écrits qui peuvent varier en longueur, mais qui permettent d'accomplir plusieurs objectifs. Ça permet d'expliquer de façon détaillée nos méthodes, nos sources de données, nos résultats, et surtout, la grande plus-value, selon moi, c'est de guider l'interprétation. Avec notre expertise en surveillance, on est capable vraiment d'orienter le lecteur sur les messages clés, et un rapport, ça permet vraiment d'accomplir ça. J'aurais pu en nommer plusieurs exemples de rapports, mais un qui a été réalisé depuis plusieurs années, c'est les bilans des éclosions de maladies d'origine hydrique. Donc, les maladies d'origine hydrique, c'est lorsqu'on va avoir des gens qui vont être exposés à des agents microbiologiques ou chimiques dans l'eau potable ou dans l'eau récréative, dans la baignade, les piscines, etc. Les directions régionales de santé publique viennent documenter des éclosions de maladies d'origine hydrique, donc plusieurs personnes qui sont exposées à une même source. Et nous, après, on peut en effectuer une surveillance. Et on voit là toute la force de la surveillance. Je pense quand on peut suivre ces informations-là sur une aussi longue période, ça nous permet vraiment de bien comprendre la tendance temporelle de ces phénomènes-là. Ici, j'ai mis le dernier rapport là, où on voit qu'il y avait quand même une quantité de personnes importantes qui étaient impliquées en 2018. Vous verrez évidemment que ça arrête quand même il y a un bout de temps. Ça, c'est un peu la pause qui a dû être prise durant la pandémie, mais sachez qu'on s'y remet de plus en plus et on va y arriver. Maintenant, je voulais parler d'une dimension qui est un peu externe dans la surveillance au Québec, la vigie. Donc,
Quand on parle de surveillance au sens large, ça regroupe généralement les activités de vigie comme on l'entend au Québec. Mais au Québec, il y a un cadre légal qui distingue vraiment les deux types d'activités. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de similitudes, mais je pense que la différence fondamentale entre la vigie et la surveillance, c'est l'objectif. Quand on est en surveillance, on vise à suivre l'état de santé de la population dans le but de soutenir la planification. Donc, on est dans une optique plus long terme. Tandis qu'en vigie, on vise à détecter les menaces dans le but de mener des actions de protection. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes au niveau d'une direction régionale de santé publique et vous travaillez en santé environnementale, il est possible que les gens qui s'occupent des dossiers de vigie et de surveillance, ce soit la même personne. Parce que vous verrez, dans les deux cas, on utilise beaucoup des sources de données similaires et dans les deux cas, on vise à utiliser la donnée pour orienter la prise de décision. Donc, on va parler d'un exemple qui permet de voir un peu comment les deux interagissent. Et un exemple que je trouve qui est parlant, c'est les vagues de chaleur extrêmes. Donc, au niveau des directions régionales de santé publique, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur cette problématique-là. Je peux simplifier un peu là, le processus de gestion des vagues de chaleur en 4 étapes. Donc, si on est à l'hiver, on est en mode de préparation à l'été. Donc, c'est là qu'on va mettre à jour nos plans d'action. Quand l'été arrive, on va être en mode veille. Donc, on va surveiller l'arrivée d'une vague. On va ensuite tomber en intervention lorsque la vague arrive, parce qu'on va protéger la population. Quand la vague arrête, on fait un retour à la normale où on va retourner sur ce qui s'est passé, comprendre et essayer de se préparer à la prochaine fois. À chaque phase, la vigie et la surveillance agissent de façon un peu différente. On va le voir pour chacune de celles-ci. Phase de préparation, on va être davantage en mode surveillance. Donc, on va utiliser les données de surveillance pour venir planifier, améliorer notre plan d'intervention finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut identifier nos secteurs ou nos populations vulnérables avec des indicateurs de surveillance. On peut soit viser au niveau de l'environnement, donc les îlots de chaleur urbains, l'exposition aussi, donc des secteurs moins climatisés, ou y aller sur vraiment le côté santé, donc les populations plus âgées, présence plus grande de maladies chroniques, par exemple. Donc, avec ça, on peut identifier les secteurs qui pourraient être plus prioritaires à aller intervenir sur le terrain lors des vagues de chaleur. Quand l'été arrive, on passe en mode veille. Donc, il n'est plus rendu le temps de planifier les choses à ce moment-là. Ce qu'on veut faire, c'est surveiller la survenue d'une vague de chaleur. Et donc, pour ça, on va faire une vigie qui va être très serrée, là, des prévisions météo, parce que dès qu'on atteint des seuils d'intervention qui sont prédéterminés d'avance, on doit mettre en branle une quantité phénoménale d'actions qui demande beaucoup de collaboration avec les partenaires locaux. Donc, c'est important de pouvoir réagir rapidement. Puis là, on est vraiment dans un contexte de voir venir la menace à la santé. Dans ce cas-ci, la menace à la santé, évidemment, c'est la vague de chaleur. Après ça, on tombe en intervention. Puis là encore, on va être en vigie. On va faire une vigie météo, évidemment, pour moduler les actions, mais on va aussi faire une vigie sanitaire. Donc, on va regarder nos indicateurs plus classiques qu'on pourrait utiliser en surveillance aussi, donc les décès, les hospitalisations, le transport ambulancier, etc. Mais aussi, on va avoir des données qui sont plus spécifiques à la vigie. Donc, dans ce cas-ci, je parle de signalement. Donc, des signalements, c'est des informations plus récoltées sur le terrain, qui vont être moins structurées, qui vont être pas collectées systématiquement, donc qui ne seraient jamais intégrées dans des indicateurs de surveillance où est-ce que les données sont extrêmement structurées et d'excellente qualité. Mais dans ce cas-ci, c'est correct pour la vigie parce que ça arrive rapidement, ça permet de poser des actions de protection. Donc, un exemple de différence là, en termes de données dans ce cas-ci. Ensuite de ça, on tombe en phase de rétablissement. Donc, la vague est passée et là, on va retourner un peu plus en mode surveillance. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et de s'améliorer pour la prochaine fois. Il y a 2 formes de bilans, disons, qui sont utilisées au Québec beaucoup. Premièrement, au niveau régional, il y a des bilans qui sont réalisés au niveau de la revue des dossiers médicaux. Donc, on est vraiment dans une échelle individuelle. On regarde le dossier médical. Avec une série de critères, on va identifier si la personne est décédée en raison de la chaleur ou non. Puis après ça, on peut essayer de regarder ses caractéristiques. Est-ce qu'on remarque la présence plus importante d'un certain groupe de la population? Puis si oui, est-ce qu'on peut adapter nos messages pour l'année d'après? J'ai mis ici un exemple, l'excellent rapport qui a été fait par la Direction régionale de santé publique de Laval à l'époque, en 2018, qui était vraiment intéressant. J'invite à le lire, mais ça a été fait aussi dans plusieurs autres régions cette année-là. Et au niveau provincial, ce qui est plus fait du côté de mon équipe, c'est la surveillance à une échelle plus populationnelle. Donc, on va regarder, par exemple, la surmortalité par région lors d'une vague de chaleur. Est-ce qu'on a eu plus de décès qu'attendu lors de ces vagues-là ou il n'y a pas eu d'excès significatif de décès? Donc, 2 angles différents, mais dans les 2 cas, on est plus en mode surveillance et dans les 2 cas, on est davantage aussi en mode
mieux comprendre ce qui s'est passé pour mieux intervenir la prochaine fois, mieux planifier, finalement. Donc, j'ai présenté un peu un tour d'horizon de nos activités. Évidemment, il y a plusieurs choses qui restent à faire dans les prochaines années, heureusement, et je vais en aborder quelques-unes. Il va falloir développer des nouveaux objets de surveillance et des nouveaux indicateurs. Donc, je l'ai montré là, quand on regarde par objet, là, il y a vraiment des angles morts. Et je pense que le plus évident, que peut-être vous avez sursauté quand vous avez vu ça, c'est les changements climatiques. Donc, non, il n'y a pas d'indicateur spécifiquement relié au changement climatique en ce moment. Mais la bonne nouvelle, puis je vois des collègues, Laetitia entre autres, qui étaient là, il y a un plan de surveillance thématique sur l'adaptation au changement climatique qui est en élaboration en ce moment, qui est bien avancé. Et ce que ça va permettre, ce plan de surveillance-là, c'est de venir ancrer en surveillance des sources de données, des indicateurs qui vont être développés dans les prochaines années et qui vont permettre de documenter plusieurs aléas pour lesquels on a très peu d'informations en ce moment. Donc, ça va prendre du temps, évidemment. C'est des longs processus, mais sachez qu'on va nécessairement s'améliorer à ce niveau-là dans les prochaines années. Quand on le regarde, pas sous l'angle des objets de surveillance, mais plus des types de surveillance de santé environnementale, on remarque là, qu'on a beaucoup plus d'indicateurs sur les effets et les dangers, mais peu sur l'exposition. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? C'est essayer d'un peu mieux alimenter notre plan national de surveillance avec des indicateurs qui touchent l'exposition. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Je vais en aborder d'autres dans les prochaines diapos, mais entre autres, c'est le lien avec la biosurveillance. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas dans nos activités typiquement. Mais la biosurveillance, ce que ça fait, c'est de surveiller c'est surveiller en fait l'imprégnation biologique de la population. Donc, on va surveiller des marqueurs de façon répétée dans la population pour voir, par exemple, la présence de plomb, la présence d'autres agents dans le corps. Et ça, c'est sans égard aux effets à la santé. Fait qu'on est vraiment dans la surveillance de l'exposition. Et ça pourrait être d'intérêt de mieux connecter ces deux types de surveillance-là ensemble. On veut développer des nouvelles méthodes aussi. Deux que je voudrais mentionner spécifiquement, les cas attribuables pour commencer. Donc, on a un indicateur en ce moment qui est en train d'être finalisé sur le taux d'incidence de l'asthme attribuable à la pollution de l'air ambiant chez les enfants. Donc, ce que ça fait essentiellement, cet indicateur-là, c'est qu'en en ayant des estimations de l'exposition de la population aux particules fines, en connaissant les relations dose-réponse entre l'exposition à ces polluants-là et la survenue de l'asthme, puis en connaissant l'incidence de l'asthme dans la population, on est capable d'estimer combien de cas sont attribuables à la pollution de l'air dans la population. Et ça, si je reprends le schéma qu'on avait à la diapo précédente, vous comprenez qu'on a maintenant un indicateur qui couvre un peu les trois dimensions. C'est pour ça que je trouve que c'est un indicateur qui est très intéressant à développer et on pourrait penser qu'il pourrait s'appliquer à d'autres situations aussi dans le futur. Donc, ça, on espère avancer rapidement là-dessus et commencer à en développer d'autres avec les méthodes similaires. Le deuxième, c'est la distance à une source comme proxy d'exposition. Donc, j'explique. On a un indicateur en ce moment au plan national de surveillance qui concerne la proximité des milieux de vie au réseau routier. Donc, la proportion de la population qui réside à une certaine distance d'une autoroute, par exemple. Puis pourquoi on fait ça? Bien parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer la pollution de l'air ou le bruit à proximité des routes pour tout le Québec. Mais on est capable de poser l'hypothèse que les autoroutes et la circulation routière sont des sources d'exposition au bruit et à la pollution de l'air. Et comme on a des données géospatiales qui couvrent l'ensemble du territoire, on peut créer un indicateur qui s'applique pour toutes les régions et qui est systématiquement calculé pour tout le Québec, finalement, ou presque. Donc, cette approche-là, on trouve que c'est très prometteur. On aimerait ça pouvoir, une fois qu'on aura mieux développé ça, l'appliquer à d'autres problématiques. On pense entre autres là, à d'autres sources de pollution, comme par exemple des sources industrielles, des voies ferrées, par exemple, aussi pour le bruit et le risque technologique, c'est des bonnes avenues. Mais il y a aussi un autre angle qu'on pourrait utiliser qui est de regarder la proximité à des sites plus protecteurs, disons. Donc, des espaces verts. On sait qu'en santé environnementale, les espaces verts ont des effets super bénéfiques en termes de réduction des îlots de chaleur, promotion d'activité physique, au niveau même de la santé mentale. Donc, on pourrait utiliser un peu l'approche inverse puis essayer de documenter la proportion de la population qui a accès là, à proximité de chez eux à ces sites protecteurs-là.
On a d'ailleurs, je le souligne, un rapport de surveillance en élaboration sur la proximité des milieux de vie au réseau routier. Les nouvelles approches de diffusion. Donc, la pandémie a vraiment changé notre rapport avec la donnée. Donc, peut-être vous l'avez remarqué là, dans votre propre pratique, mais on est devenu habitué du côté du décideur, d'une part, à recevoir des données très vite, très fréquemment, sont fraîches et sont présentées de façon très élégante et moderne. Et du côté des équipes de surveillance, ben, on a été habitué maintenant à répondre à cette demande-là, donc produire plus de données plus vite. Et on sait que produire des données, c'est important de le faire en temps opportun. Par contre, quand on utilise les moyens traditionnels de produire de la connaissance en surveillance, les fameux rapports de surveillance écrits, il faut avouer que ces rapports-là sont longs à produire. Donc, entre le temps qu'on est capable de produire un rapport écrit, l'événement n'est peut-être même plus d'actualité. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à envisager des nouvelles approches de diffusion pour à la fois diversifier un peu le format qui pourrait s'appliquer mieux à certains publics, augmenter la portée et arriver plus rapidement. Des exemples de ça qu'on a beaucoup vu durant la pandémie, c'est par exemple les tableaux de bord. Donc, qui sont devenus extrêmement à la mode avec les nouveaux outils là, qui sont de plus en plus utilisés dans les directions régionales de santé publique, notamment. On pense aussi à des modes plus visuels, plus vulgarisés. Les infographies, c'en est un, donc très, très visuel. Il y a ce qui est très à la mode dans l'intelligence d'affaires aussi, le storytelling. Donc, ça, c'est récupéré aussi de plus en plus par les médias. Donc, une petite histoire avec quelques phrases entrecoupées de visualisation. Donc, ça devient très populaire. Et il y a aussi toute la portion des données ouvertes. Donc, il y a de plus en plus d'organisations publiques qui font ça. Donc, au lieu de produire des rapports, ils vont simplement déposer des données et rendre accès à tous à ces données-là, qui est une autre façon un peu de fournir des données à des gens qui sont peut-être plus habilités à les traiter. Donc, est-ce que je dis qu'on doit laisser de côté les rapports de surveillance traditionnels? Non. Je pense qu'il faut juste voir un peu c'est quoi notre panoplie d'outils et dans quel cas on pourrait gagner du temps là, en ayant un format plus rapide, plus direct, tout en s'assurant d'avoir les formats plus approfondis, plus détaillés, de disponibles aussi quand c'est le temps de le faire. Un petit mot pour mentionner quand même ce qu'on a fait durant la COVID, parce que ça, je rentre dans la dimension nouvelles sources de données environnementales qu'on pourrait aller chercher. Parce que vous avez vu, nos indicateurs, souvent, ils arrêtent en 2018. Puis vous me direz, Félix, qu'est-ce que vous faisiez tout ce temps-là avec votre équipe? La réponse, c'est qu'on a monté un système de surveillance des eaux usées au Québec. Donc, le principe de ça, c'est que pour la COVID, mais aussi pour plusieurs contaminants, la population va excréter des biomarqueurs dans ses selles. Et après ça, on peut aller à la station d'épuration de la ville, par exemple, et aller prendre un échantillon. Puis quand on analyse ces échantillons-là de jour en jour, on est capable de suivre la tendance de ces biomarqueurs-là dans la population. Puis après ça, on peut utiliser ça comme un indicateur de vigie pour venir un peu guider des actions très rapidement. Donc, encore là, c'est une autre façon aussi d'améliorer, d'avoir des données en temps opportun. C'est une source de données qui nous permet d'agir quand même assez rapidement. Ça a connu un essor important durant la pandémie. Donc, c'est plusieurs juridictions au Canada, aux États-Unis, en Europe. Beaucoup de pays voulaient avoir leur propre système. Et au Québec, l'INSPQ et mon équipe, on a été vraiment au centre de tout ça. Donc, encore là, comme c'est toujours le cas en santé environnementale, on a compté sur nos partenaires. Donc, dans ce cas-ci, qui faisait équipe avec nous, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le regroupement académique centraux, donc l'Université McGill, l'Université Laval, Polytechnique, l'Université du Québec à Rimouski. Et même les municipalités, évidemment. On a tout mis ça ensemble pour développer un beau programme de vigie. Et au plus fort de notre programme, on avait une vingtaine de sites d'échantillonnage répartis à travers le Québec. On allait jusqu'à Val-d'Or, à Rimouski, pour produire des données sur une base hebdomadaire sur notre site Web. On avait des données presque à chaque jour là, dans la majorité de nos sites. Donc, le plus gros du travail, honnêtement, là, c'était de bâtir toute cette logistique-là. Donc, de la logistique de quelqu'un qui prend un échantillon à la station d'épuration, à nous, de notre côté, qu'on reçoit la donnée et qu'on est capable de la diffuser. Ce qu'on pourrait faire, c'est pérenniser ce type de surveillance-là.
on pourrait l'appliquer à d'autres problématiques de santé publique, justement. Donc, d'autres virus, mais aussi pas seulement des virus. On sait qu'on peut surveiller la présence de différentes substances dans l'eau usée, des drogues, par exemple. Donc, on pourrait appliquer ce mode de surveillance-là à d'autres problématiques, aller aussi dans une autre perspective d'échantillonnage plus ciblé versus plus large, comme on fait en ce moment. Donc, une source de données nouvelle qu'on pourrait essayer de pérenniser dans les prochaines années. Donc, j'ai parlé plus vite que je pensais. En conclusion, la santé environnementale, j'espère vous avoir convaincu que c'est une discipline qui est intéressante, probablement, mais qui est aussi complexe et vaste. Et qu'il va prendre de plus en plus d'importance avec le contexte de changement climatique. Et les événements qui se passent actuellement sont un excellent exemple de ça. La santé environnementale, ça doit compter sur des données de surveillance de qualité, mais également sur des systèmes de vigie performants. Donc, les deux sont nécessaires, malgré le contexte légal qui est différent au Québec dans les deux cas. Il y a beaucoup plus, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rassemblent la vigie et la surveillance que d'éléments qui les séparent. Et finalement, malgré plusieurs défis, dont certains ont été mis en lumière par le contexte de pandémie et qui sont aussi communs avec l'ensemble des activités de surveillance au Québec, on a plusieurs avenues de développement et le futur est radieux, selon moi, pour la surveillance en santé environnementale. Un petit mot, je l'ai mentionné en entrée de jeu, je voulais remercier Germain Lebel, Marjolaine Dubé, puis tous ceux qui étaient là avant mon arrivée à l'INSPQ en surveillance de la santé environnementale, qui ont à peu près réalisé tous les accomplissements que j'ai nommés depuis le début. Donc, je ne m'approprie pas votre travail, je vous salue, toutes ces personnes-là. Je voulais aussi remercier mon équipe actuelle, donc Christine, Louise, Marjolaine, Julie, qui font un travail formidable pour à la fois répondre aux demandes urgentes du moment avec un système qu'on a bâti de zéro et également reprendre de plus en plus les activités de surveillance en santé environnementale. Et finalement, je vous remercie pour votre attention. Ça me fait plaisir de discuter avec vous avec le temps qui reste. Donc, voilà. Je vais arrêter le partage pour vous voir de vive voix. Merci beaucoup, Félix, pour votre présentation. Alors, j'invite les gens qui ont des questions à poser à Félix, soit de lever la main ou soit d'enregistrer votre question dans le chat, le bavardage. Alors, en attendant que l'auditoire se dégaine, alors je peux peut-être commencer avec une couple de questions. Je me demandais, en tout cas, peut-être que tu peux l'avoir, comme on se connaît, là, je vais continuer avec le tutoiement. Oui, parfait. Quand tu as parlé des vagues de chaleur, par exemple, donc il y avait la surveillance au niveau de la vigie, la surveillance des vagues, mais est-ce que vous allez également dans des analyses de type scénario, pardon, je suis en train de perdre mes écouteurs, des analyses de type scénario prospectif? Est-ce que vous faites des prédictions, des modèles de prédiction d'impact? Actuellement, non. Mais j'aimerais peut-être ça en parler un instant. Je ne sais pas si Jérémy, tu es là. Il y a un Jérémy B. Donc, dans l'auditoire, on a un stagiaire à l'INSPQ en ce moment qui travaille sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les vagues de chaleur. Donc, il s'appelle Jérémy Boudreau. Il est en train de développer plusieurs méthodes là, pour permettre un peu de prédire les événements de santé en lien avec les vagues de chaleur. Donc, ça fait partie des possibilités. Je vous dirais que nos efforts en ce moment, je pense qu'on a encore beaucoup d'énergie. Avant d'aller plus personnellement, là, avant, je pense d'aller beaucoup dans la prédiction. Il y a aussi beaucoup à faire là, en termes de mieux documenter les impacts actuellement. Là. Donc, j'en ai pas vraiment parlé, mais je voulais. Faute de temps, je pensais que je manquerais de temps. Mais tu sais, de voir la dimension, entre autres, des inégalités sociales de santé. Donc, je pense qu'en général, en surveillance de l'ASE, il faut creuser ça un petit peu plus. C'est fait beaucoup ailleurs, aux États-Unis, entre autres, là, les injustices environnementales. Mais au Québec, en SE, c'est peut-être moins présent. Donc, on aimerait ça le creuser. On aimerait ça voir, par exemple, la mortalité selon, par exemple, la défavorisation. Est-ce qu'on peut faire des sous-analyses pour permettre de le démontrer? Mais pour le futur, c'est sûr qu'on serait intéressé à ces approches-là qui permettraient peut-être pour le long terme d'avoir une idée.
Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi dans la vision rétrospective des dernières vagues pour encore mieux comprendre ce qui se passe dans la population. Et Jérémy, le B, c'est comment son nom? J'ai aucune idée. C'est peut-être un autre Jérémy. Puis désolé, je ne vais Ah, pas OK, mettre sur OK. le spot OK. Jérémy, mais c'est un stagiaire qu'on a à l'INSPQ qui s'appelle Jérémy Boudreau. Un homme brillant qui, je pense, est voué à beaucoup de choses très prometteuses. Et en tout cas, il réalise un projet de doctorat en ce moment à l'INSPQ. Donc, J'ai enregistré son nom parce qu'on va réfléchir prochainement à la programmation pour la prochaine année académique. Donc, on pourrait envisager un séminaire sur ce sujet-là. Je regarde là ici, bon, quelqu'un qui dit que c'est très intéressant, le séminaire. Quand tu as abordé la notion de biosurveillance, j'ai compris que c'était du dosage, que ça renvoyait à du dosage de contaminants, ou en tout cas de métaux lourds, d'éléments dans le sang. Mais est-ce que j'ai découvert récemment qu'il y aurait une équipe au MAPAC, le ministère de l'Agriculture, qui s'intéresse à la surveillance, c'était écrit comme ça, surveillance des produits alimentaires québécois, dont les contaminants présents. Est-ce que vous avez, dans votre équipe en surveillance en santé environnementale, des aspects sur la surveillance de la contamination d'aliments? Pas vraiment, en fait. Donc, on peut couvrir un peu indirectement cette dimension-là via nos éclosions d'origine hydrique. C'est l'eau potable, puis les contaminants dans l'eau potable serait peut-être la seule chose qu'on aurait. Au niveau des aliments spécifiquement, pas vraiment. Je vous dirais que, puis là, ça tombe bien, il y a un bel article dans la presse cette semaine concernant une possible éclosion là, à Montréal en lien avec possiblement des sandwichs contaminés. Je vous invite à lire ça dans la presse. Il y a une nouvelle enquête qui a été ouverte à la Direction générale de la santé publique de Montréal. Les aliments, c'est peut-être, je dirais, un contexte un peu spécial en santé publique. Donc, il y a des différents acteurs fédéraux, provinciaux, même locaux à Montréal. Ce qui fait que non, on n'a pas cette dimension-là dans notre petite équipe. Mais conceptuellement, je suis d'accord qu'on pourrait considérer que c'est une surveillance, disons, environnementale, parce que les aliments sont une voie d'exposition importante aux contaminants. Est-ce que ça serait judicieux, un peu comme on le fait avec la qualité de l'air, de surveiller la présence de certains contaminants dans l'alimentation? Je pense que ça serait justifié. Mais en ce moment, on n'en est pas là du tout là, en santé environnementale. C'est ça. Et là, je veux surtout pas vous prendre en défaut. C'est juste que pendant la présentation, j'imaginais un peu des thématiques qui pourraient relever de santé environnementale, mais je comprends en même temps qu'il y a déjà beaucoup à faire et c'est peut-être des fois un peu difficile aussi de délimiter le champ de la surveillance en santé environnementale versus qu'est-ce qui se fait par d'autres, là. Mais j'imaginais, par exemple, tu l'as mentionné, l'eau de consommation. Est-ce que vous faites des choses par rapport à un peu l'eau de consommation versus les infrastructures des villes pour le plomb et... Oui, tout à fait. Peut-être pour revenir à la question de l'alimentation, il ne faut pas perdre de l'esprit aussi que ce qu'on fait, nous, c'est pour le réseau québécois de santé publique surtout, et il faut que chaque indicateur, ultimement, puisse mener à une action. Puis, on n'a pas tellement de levier en termes de santé publique québécoise sur l'alimentation. C'est peut-être pour ça que cet objet-là est moins développé que les autres. Au niveau de l'eau potable, tout à fait, on a énormément d'indicateurs là-dessus. Donc, parce que ça, c'est quelque chose qui est couramment géré au niveau des directions régionales de santé publique. Donc, on a des indicateurs en ce moment là, sur, par exemple, les prélèvements de plomb par les municipalités. Donc, le nombre de dépassements. On se rappelle, il y a quelques années, il y a eu une importante saga au niveau du plomb dans les réseaux d'eau potable, dans les écoles. Donc, ça a été vraiment... Si j'avais fait ma présentation il y a 2 ans, c'est peut-être ça que j'aurais mis comme slide d'introduction. Mais oui, on a des indicateurs là-dessus, puis ça, c'est concrètement utilisé dans des actions, là. Donc, il y a eu des changements de seuil dans les niveaux de plomb acceptables au niveau municipal. On documente ça dans des indicateurs, effectivement. On le documente de plein de façons différentes aussi. Si on prend un peu le continuum, on le surveille dans l'environnement, mais on peut aussi le surveiller dans des enquêtes de biosurveillance, comme par exemple le plomb est mesuré dans le CMS, donc l'enquête canadienne des mesures de santé. On vient suivre la population, son niveau de plomb au niveau des matrices biologiques, mais on va le suivre aussi au niveau des plombémies élevées dans les cadres des MADO. Donc, on fait la surveillance des MADO chimiques aussi.
on est capable, grâce aux enquêtes qui sont faites dans les directions de santé publique, de venir identifier la population qui a des intoxications au plomb, quelles étaient les sources, et de comprendre, puis ça mène concrètement à des actions. Là, puis une source pourrait être l'eau potable en théorie, effectivement. Tu as abordé aussi la notion de peut-être des épidémies ou des éclosions d'origine hydrique, mais est-ce que votre secteur vous vous intéressez également à la qualité des eaux de baignade ou ça, c'est d'autres acteurs qui s'en occupent? Ça fait partie des éclosions d'origine hydrique également. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, je dis nous, en fait, s'il y a des gens des directions de santé publique à l'écoute, tout part de vous parce que on collecte des données que vous nous rapportez, de signalement de vos enquêtes. Donc, si on prend la chaîne, donc dans le fond, il y a des éclosions qui sont identifiées dans les DSP qui peuvent être, par exemple, dans l'eau de baignade, il y a eu telle exposition qui a mené à une éclosion, donc plusieurs personnes qui ont été contaminées par une même source. Nous, on nous le rapporte d'un point de vue de surveillance, mais c'est le genre de résultat qu'on présente dans nos fameux bilans que j'ai montrés. Donc, oui, ça inclurait ça. Mais après ça, on a aussi, je pense que nous, en surveillance en santé environnementale, il faut vraiment nous voir comme une équipe qui est transversale. Donc, est-ce que c'est moi l'expert de l'eau? Mais non. Les experts de l'eau sont dans mon unité à l'INSPQ, mais c'est eux, mes experts de contenu, qui peuvent, après ça, utiliser les données puis faire des actions avec. Donc, nous, on est vraiment transversal. On va amener ces données-là aux équipes, soit régionales ou provinciales, qui traitent de ces problématiques-là. Mais oui, l'important, c'est d'être capable de générer des données pour ces personnes-là. Puis ça inclut effectivement l'eau de baignade, point de vue chimique, microbio, ça couvre ces aspects-là. Merci. Donc, je vois là dans le question-réponse, Karel qui a une question, enfin un commentaire et une question. Donc, il mentionne que ça fait beaucoup d'indicateurs de surveillance. Quels sont les plus grands défis actuels que rencontre l'INSPQ dans le suivi des indicateurs en santé environnementale? Merci, c'est une bonne question. Rattraper, on a des petites ressources quand même. Donc, oui, on a une équipe qui est plus grosse qu'elle était il y a quelques années, mais on est beaucoup occupé sur des mandats urgents comme la COVID. Donc, après ça, l'enjeu de ressources est évidemment présent. Le retard accumulé pendant la pandémie, c'en est un autre. Avec ce retard-là vient aussi le fait que les systèmes d'information, ils ont continué d'évoluer pendant qu'on était sur pause. Donc là, je parlais des données du centre antipoison, par exemple. Eux, ils ont complètement changé de système d'information entre-temps. Il faut tout refaire les indicateurs. Donc, ça demande beaucoup de travail. Puis, pour reprendre la première partie de votre commentaire qui était sur le nombre d'indicateurs, je pense que le nombre d'indicateurs en soi à développer est très impressionnant. Puis ça fait que c'est très difficile un peu d'arriver à terme, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui sont prévus, beaucoup à développer. Puis on a des petites équipes. On a de la misère un peu à rester à jour dans tout ça. C'est sûr que c'est des longs processus en surveillance, mais de un peu garder le fil des indicateurs à développer, puis le fait qu'ils ne soient plus passé date, disons que les sources de données changent en arrière. Une fois que l'indicateur est finalement développé, déjà, c'est tout un défi en soi, là. Après ça, si je peux peut-être rajouter, ce qu'on aimerait développer aussi, c'est d'avoir un peu plus évalué l'impact de nos publications. Puis ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu le temps encore de faire, mais on aimerait beaucoup ça le faire au sein de mon équipe, c'est de redire, on produit beaucoup de données, on produit beaucoup de rapports, à quel point ils sont utiles pour vous, si vous êtes en direction de santé publique, à quel point nos rapports sont lus, à quel point ils voyagent, dans une optique un peu de voir est-ce que nos efforts sont mis aux bonnes places. Donc, parce qu'on sait que comme je disais tantôt, produire des rapports de surveillance écrits, ça demande énormément de travail déjà, énormément d'étapes à travers tout ça, parce qu'on veut produire des documents de qualité. Donc, ça demande multiples étapes de révision. C'est encore là des défis qui font que les tâches sont longues à accomplir et qui fait qu'on peut prendre du retard facilement. Merci beaucoup. Peut-être une autre curiosité, est-ce que vous vous intéressez à toute la notion du pollen et des allergènes dans l'air? Oui, tout à fait. On a plusieurs indicateurs là-dessus également. Il va en avoir encore plus, je crois, dans le plan national, dans le plan de surveillance thématique sur les changements climatiques. On a quelques indicateurs issus d'enquêtes qui permettent de documenter ces problématiques-là. Entre autres, dans le QSP, là, il y a toute une section. Encore là, je vous invite à aller voir. Ça vient de sortir quand même récemment, 2020-2021, pour le QSP. J'ai mis le lien dans la présentation. Je pourrais peut-être essayer de le remettre dans le chat là, si vous avez accès.
parce que ça vient de sortir. Et là, on voit un peu la limite aussi. Là. On vient de sortir, mais c'est les données de 2020-2021. Donc, dans certains cas, c'est pas grave, mais dans d'autres cas, est-ce que ces données-là sont encore d'actualité? On présume que oui, du moins, c'est les données les plus fraîches, mais effectivement, ça fait partie des indicateurs de surveillance qu'on a. Et est-ce que parmi les indicateurs au niveau des allergènes, il y a aussi des dosages des dosages de l'air, de concentration dans l'air? Non, pas pour le moment, mais c'est toujours, moi, de compléter un peu le portrait aux 3 niveaux de la surveillance là, qui m'intéresse. En ce moment, on est vraiment sur des sources de données d'enquête actuellement. Il y a des systèmes de mesures là, environnementaux qu'on entend parler, mais qui ne sont pas encore intégrés là, dans les outils de surveillance actuels. Là. Merci bien. Est-ce que juste une simple curiosité, est-ce qu'il y a des perspectives de développement de votre équipe en surveillance à plus ou moins court terme à l'INSPQ? On a plusieurs rapports de surveillance en préparation. Donc, on a notre super Louise Duquesne qui travaille là-dessus, notamment sur la proximité au réseau routier. Donc, ça, on espère faire un bon rapport avec ça, où est-ce qu'on va venir documenter beaucoup la dimension des inégalités sociales de santé à travers tout ça. Du moins, essayer de le faire, voir toutes les complexités qui viennent avec ça aussi, là, dans l'hypothèse que les populations vulnérables sont plus exposées à ces contaminants-là. Donc, je dirais que ça, c'est la prochaine chose, mais je dirais qu'à court terme, on est vraiment en mode pour rattraper le retard qui a été accumulé durant la pandémie. Vous l'avez vu, là, on a plusieurs de nos indicateurs qui ont arrêté là, en 2018. Je dirais que notre plus grande priorité, c'est de venir rétablir l'accès à ces données-là pour nos acteurs de santé publique régionale. C'est vraiment, je dirais ça, la plus grande priorité. Après ça, on pourra avancer dans le développement, mais je pense qu'il faut déjà juste reprendre le dessus de tout le retard qui a été accumulé durant la COVID. Je pense que, somme toute, la surveillance va en sortir gagnante de la COVID. Il y a eu beaucoup de modernisation des outils. Vous étiez là au JASP. Là, on parle beaucoup un peu de moderniser la surveillance, l'adapter aux nouvelles approches, les panels, tout ce qui est panel web, sondage non probabiliste, toutes des nouvelles avenues qui ont été mises en lumière durant la pandémie. Moi, je reviens avec les outils technologiques de visualisation des données, donc les fameux Power BI, les tableaux, les outils d'intelligence d'affaires qui sont de plus en plus accessibles et de plus en plus populaires. Moi, je pense qu'il y a une grosse... il y a des beaux angles là-dedans. Puis avec la surveillance des eaux usées, moi, j'espère vraiment que ça va être un acquis qu'on va pouvoir consolider dans les prochaines années. Fait que je dirais plus, surtout consolidation. Idéalement, on va avancer, mais pour le court terme, surtout consolider. Et la question qui tue, je pense qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une question qui ressorte sur ça. Il y a Joanne qui pose la question, qu'est-ce qu'il en est des indicateurs de la qualité de l'air par rapport aux raffineries? Au monde, on pourrait même étendre au monde industriel en général. Oui, on a des indicateurs qui sont actuellement pas à jour, mais qui existent là, sur les émissions industrielles. C'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on remette à jour. Il y a des données qui sont accessibles, par contre, pour ça au niveau fédéral, des données qui sont accessibles en ligne qui permettent pour des gros émetteurs d'avoir de l'information sur les émissions. Donc, au niveau des émissions par source fixe, disons des sources industrielles, il faut qu'on s'y remette. C'est une des choses qu'on n'a pas eu le temps d'accomplir cette année avec la COVID. Mais sinon, l'élargir possiblement. Tu sais, quand je parlais de proximité, moi, je trouve que c'en est un qui serait intéressant. On connaît c'est quoi nos gros émetteurs industriels au Québec. Est-ce qu'on peut créer des indicateurs qui permettent de documenter un peu qui habite à proximité de ces sources de pollution-là? Une autre façon que j'aimerais compléter les données. Mais je crois que Joanne qui a posé la question, excusez-moi, je ne vois pas les questions dans le chat, moi, donc je ne vois pas Oui. qui les écrit. Mais clairement, on le sait que ça va faire partie là, des priorités prochaines. Là. On a eu la fonderie Horn, il va en avoir d'autres qui vont arriver, c'est clair. Donc, il faut se préparer à bien supporter nos équipes avec ça. Est-ce qu'on a pu le faire suffisamment avec ce qui s'est passé lors de la fonderie Horn? Je pense que c'est d'autres types de données qui étaient utilisées, mais on sent que c'est quelque chose qui est prioritaire du côté de la population. On sent que c'est quelque chose qui est prioritaire du côté des directions régionales de santé publique. On veut évidemment améliorer notre compréhension de ces phénomènes-là. Est-ce que, bon, votre équipe, elle est à l'INSPQ. Je présume que donc vous avez un mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
est-ce qu'il se fait beaucoup d'activités de surveillance en santé environnementale dans les régions? Oui, mais je vous dirais que ça varie d'une région à l'autre. C'est sûr qu'il y a des régions qui sont plus outillées en termes de personnel. Moi, auparavant, si je peux parler de mon expérience, j'étais à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Et oui, il y a des activités de surveillance, beaucoup qui étaient réalisées, là, même au niveau régional. On l'a vu, là, la surveillance doit aussi être réalisée au niveau régional. Donc oui, là, il y a plusieurs, puis j'en vois là, des gens de la DSP qui sont là ici, de Montréal. Cette surveillance-là s'opère aussi au niveau régional. Au régional, ils font aussi beaucoup de vigie, puis des fois, dans les équipes plus petites, la vigie va peut-être prendre plus de place, mais oui, il y a des activités de surveillance totalement qui sont faites au niveau régional. Est-ce qu'il y a des spécial, est-ce qu'il peut, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais est-ce qu'il peut y avoir des spécialisations ou des problèmes particuliers pour certaines régions qu'une région se spécialise un peu plus sur une réalité qui est un peu plus locale? Bonne question. Je vous dirais que forcément, oui, avec les problématiques qu'on peut avoir au niveau environnemental, les aléas frappent davantage dans certaines régions. On sait qu'en Outaouais, par exemple, il y a plus de vagues de chaleur qu'ailleurs à cause que la façon que les seuils sont faits. Les gens de l'Outaouais, vous avez souvent des vagues de chaleur. Je crois qu'il y a une expertise qui se développe un peu avec le temps, puis une expérience. Après ça, est-ce que dans les directions régionales de santé publique, il y a vraiment des experts plus spécifiques de certains sujets qui sont plus régionaux? Probablement. Je vous dirais que je n'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, là, mais je pense que du moins au niveau de l'expérience, donc des problèmes qui reviennent, plusieurs sont spécifiques à certaines régions, ça peut arriver. Je sais qu'à la Direction régionale de santé publique de Montréal, on avait beaucoup d'éclosions de légionellose, donc c'est sûr qu'on était rendu très habitué de travailler ces problématiques-là parce qu'on avait la majorité des sources environnementales de légionellose, donc les taux de refroidissement à l'eau sur notre territoire, donc c'était comme attendu. Je vois quelqu'un dans le clavardage qui parle de la maladie de Lyme en Estrie. C'est un excellent exemple, effectivement. Il va y avoir plus d'experts probablement là qu'en milieu urbain comme Montréal ou Laval. Là. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a déjà pas mal épuisé notre temps. Lorsque Fatima ouvre sa caméra, je pense que c'est le signal qu'on va clore notre séance sur la thématique de la santé environnementale. Donc, je cède la parole à Fatima. Mais déjà, un grand merci à M. Lamotte pour sa présence aujourd'hui et d'avoir aimablement accepté notre invitation à clôturer ce dernier séminaire de notre calendrier 2022-2023. Merci également à toutes les personnes participantes aujourd'hui pour leur présence assidue à cette série de séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vie sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Un merci spécial également à Mesdames Chantal Liot et Emmanuelle Dufault, donc toutes deux conseillères en communication à l'École pour l'organisation et la promotion de l'ensemble des séminaires. Et puis, nous vous donnons donc rendez-vous en septembre prochain avec un calendrier tout aussi riche en expertise et vous souhaitons donc un agréable et excellent été à tous. Merci. Merci à tous pour vos questions, c'est super le fun. Bonne journée. Merci beaucoup Félix Au revoir. et merci à tout le monde pour votre participation. On se retrouve en septembre.